Un coup d'État, puis une rupture régionale immédiate. En quelques semaines, Yana, la Guinée-Bissau annonce qu'elle quitte la CEDEAO sans marchandage et se tourne vers l'AES, donnant aux juntes sahéliennes une fenêtre stratégique sur l'Atlantique. Que change cette bascule pour les routes, la sécurité et l'équilibre de pouvoir? Et pourquoi le récit d'Ibrahim Traoré sert-il ici de modèle revendiqué? La carte bouge et les conséquences commencent. En moins de 2 ans, l'architecture régionale ouest-africaine a perdu ce qui faisait sa force principale, la capacité d'imposer des règles communes après les coups d'État. Depuis près de 50 ans, la CEDEAO se présentait comme le cadre central de sécurité collective et d'intégration, mais cette promesse s'est fissurée à mesure que les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été défiées puis contournées. La sortie de la Guinée-Bissau ne surgit donc pas du néant, elle s'inscrit dans une séquence où les juntes sahéliennes ont testé les limites de l'organisation régionale, constaté l'absence de conséquences durables, puis choisi l'option de la rupture formelle. Les retraits successifs ont transformé la CEDEAO d'un mécanisme de contrainte en une structure perçue comme optionnelle par les régimes militaires. Ce contexte explique pourquoi le geste de Bissau va plus loin qu'une décision de politique intérieure. En quittant la CEDEAO et en rejoignant l'Alliance des États du Sahel, le pays se positionne explicitement dans un camp géopolitique non occidental, au moment même où la présence française recule et où l'influence russe progresse par des partenariats sécuritaires et diplomatiques. Cette recomposition régionale crée un effet de miroir avec le Burkina Faso, où Ibrahim Traoré a incarné une ligne de souveraineté assumée face aux pressions extérieures. La logique est cumulative, chaque rupture affaiblit un peu plus l'ordre existant et renforce la crédibilité d'une alternative. La Guinée-Bissau devient ainsi le chaînon côtier d'un ensemble jusqu'ici enclavé, donnant à cette dynamique une profondeur stratégique nouvelle. Le basculement n'est plus théorique, il est désormais géographique et politique. Le moteur immédiat de ce basculement porte un nom, le général Horta Ananaman, officier formé dans un système politique instable. Il arrive au pouvoir par un coup d'État classique, mais rompt rapidement avec le scénario habituel de transition incertaine et d'attentisme diplomatique. Là où d'autres juntes temporisent, Horta agit vite, transformant la prise de pouvoir en projet géopolitique assumé. Son premier effet est interne, la rupture avec la CEDEAO est présentée comme un acte de souveraineté, une réponse directe à des décennies d'ingérence perçue et d'échecs sécuritaires. Dans un pays marqué par les trafics, la faiblesse institutionnelle et la dépendance extérieure, ce discours trouve un écho immédiat auprès d'une partie de la population lassée des promesses non tenues. Le message est simple, rester dans l'ordre régional existant, c'est accepter la stagnation. L'impact se fait ensuite sentir à l'extérieur. En annonçant l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel, Horta envoie un signal clair aux capitales ouest-africaines. La Guinée-Bissau ne cherche plus la réintégration, mais l'alignement. Ce choix crée un précédent car il montre qu'un État historiquement fragile peut redéfinir seul son ancrage régional sans réaction immédiate, dissuasive. Ce positionnement s'inscrit dans une dynamique plus large incarnée par Ibrahim Traoré, dont le modèle de gouvernance militaire et de rhétorique souverainiste sert désormais de référence implicite. L'impact immédiat n'est donc pas seulement institutionnel, il est narratif. La Guinée-Bissau cesse d'être un cas marginal pour devenir un exemple observé, scruté et potentiellement imité. Avant le coup d'État, la Guinée-Bissau évoluait dans une zone grise familière. Membre formelle de la CEDEAO, elle bénéficiait d'un accès minimal aux cadres régionaux sans jamais en tirer une stabilité durable. Après la prise de pouvoir, le tempo change brutalement. Les premières semaines servent de phase d'observation, puis vient l'accélération, déclaration publique, dénonciation de l'ingérence étrangère et mise en cause directe de l'utilité de l'organisation régionale. Le basculement n'est pas improvisé, il est séquencé. Le nouveau pouvoir affirme que la CEDEAO ne protège ni la sécurité ni le développement et qu'elle fonctionne comme un relais d'intérêts extérieurs. Cette ligne est répétée dans les discours officiels, créant un cadre narratif simple: rester, c'est dépendre, partir, c'est reprendre le contrôle. Dans un pays marqué par des décennies d'instabilité, cette opposition binaire structure rapidement le débat public.
En l'espace de quelques semaines, la Guinée-Bissau annonce officiellement son retrait complet de la CEDEAO. Il ne s'agit ni d'une suspension ni d'une menace conditionnelle. La décision est présentée comme irréversible. Ce geste constitue le point culminant de la séquence car il rompt avec près d'un demi-siècle d'intégration régionale sans ouvrir de négociations visibles. À ce stade, l'effet recherché est double, montrer la détermination interne et tester la capacité de réaction externe. Peu après la sortie, Bissau confirme son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cette annonce agit comme un multiplicateur. L'Alliance, jusqu'alors enclavée, gagne soudain une façade atlantique. Pour la Guinée-Bissau, l'AES offre un cadre politique cohérent avec le discours souverainiste adopté après le coup. L'idéologie et la géographie se rejoignent, les répercussions ne tardent pas. Au niveau régional, la CEDEAO se retrouve face à un fait accompli. Les sanctions, déjà affaiblies par les précédents sahéliens, perdent leur effet dissuasif. L'absence de réponse forte renforce l'idée que la sortie d'un État membre n'entraîne plus de coûts immédiats insurmontables. Cette perception est cruciale car elle transforme un événement isolé en signal stratégique pour d'autres régimes. Dans le même temps, les acteurs extérieurs ajustent leur lecture. Le recul de la présence française et la montée de partenariats sécuritaires non occidentaux donnent à cette séquence une portée géopolitique plus large. La Guinée-Bissau ne fait pas que changer d'organisation régionale, elle s'inscrit dans une recomposition des alliances où la souveraineté est mise en avant comme principe cardinal. Ce déroulé rappelle, par sa logique et son rythme, la trajectoire observée au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, rupture rapide, consolidation interne puis projection régionale du choix effectué. La différence tient à l'échelle, mais la mécanique est comparable. La séquence n'est pas close, les décisions prises ont déclenché des ondes de choc dont les effets économiques et sécuritaires commencent seulement à se faire sentir. Avant la rupture avec la CEDEAO, la Guinée-Bissau se trouvait dans une position structurelle faible mais relativement stable sur le plan régional. Le pays dépendait des cadres commerciaux existants pour ses exportations, essentiellement agricoles, et pour l'accès aux mécanismes de coopération sécuritaire. Cette situation constituait la baseline, un État peu performant mais intégré dans un système qui offrait des filets minimaux, notamment en matière de circulation des biens et de reconnaissance diplomatique. Le retrait et l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel produisent un delta clair sur un point central, la géographie stratégique. Pour la première fois, un bloc sahélien jusque-là entièrement enclavé obtient un accès direct à l'océan Atlantique. Ce changement n'est pas symbolique, il modifie la logique des routes commerciales potentielles, réduit la dépendance vis-à-vis des ports contrôlés par des États restés alignés sur la CEDEAO et ouvre la possibilité d'une coordination maritime autonome. La façade côtière de la Guinée-Bissau devient ainsi un actif collectif pour l'AES. Dans le cadre de la CEDEAO, les sanctions économiques et diplomatiques constituaient l'outil principal de pression contre les régimes issus de coups d'État. Le précédent sahélien a déjà montré leurs limites. Avec l'entrée de la Guinée-Bissau dans l'AES, ce contournement passe d'un phénomène politique à une réalité logistique. Les échanges, même limités, peuvent être réorientés sans transiter systématiquement par des États membres de la CEDEAO, réduisant l'effet pratique de futures mesures coercitives. Avant la rupture, la Guinée-Bissau était souvent considérée comme un acteur marginal marqué par l'instabilité chronique et une faible capacité étatique. Après l'alignement avec l'AES, son rôle change qualitativement. Elle devient un point nodal dans un projet géopolitique plus large. Cette requalification ne se traduit pas immédiatement par des gains économiques, mais elle modifie la façon dont le pays est intégré dans les calculs stratégiques des autres États et des acteurs extérieurs. Il faut toutefois nuancer ce tableau. Le delta stratégique ne s'accompagne pas automatiquement d'un delta capacitaire. Les infrastructures portuaires de la Guinée-Bissau sont limitées, les capacités navales faibles et les investissements nécessaires pour transformer l'accès maritime en avantage économique réel sont considérables. En d'autres termes, l'accès à l'océan change la position, mais pas encore la performance. Cette distinction est essentielle pour éviter de confondre potentiel et résultat. Ce schéma rappelle les choix opérés au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, où la rupture avec les cadres traditionnels a d'abord produit un gain symbolique et stratégique
stratégique avant de poser avec retard la question de la capacité d'exécution. Dans le cas de la Guinée-Bissau, les données disponibles suggèrent donc un basculement clair du cadre régional, mais la traduction économique et sécuritaire reste conditionnelle. Le delta est réel, mesurable sur la carte et dans les flux potentiels, mais il demeure incomplet tant que les moyens matériels ne suivent pas. Selon cette lecture, les sanctions répétées, appliquées de manière inégale, ont montré que l'organisation régionale sert davantage de relais politique que de mécanisme efficace de stabilisation. En quittant ce cadre, la Guinée-Bissau éviterait des contraintes jugées inefficaces et gagnerait une marge de manœuvre pour redéfinir ses partenariats sécuritaires et économiques selon ses propres priorités. Les juntes sahéliennes partagent des problèmes de sécurité, de légitimité et de dépendance extérieure. En s'insérant dans ce bloc, la Guinée-Bissau ne serait plus isolée mais intégrée à un ensemble politique qui privilégie la souveraineté et la survie des régimes face aux pressions extérieures. Dans cette optique, l'accès à l'Atlantique devient un levier collectif susceptible de renforcer la résilience du groupe face aux contraintes régionales classiques. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux car ils reposent sur des constats empiriques, l'échec des sanctions, l'affaiblissement de la CEDEAO et la popularité croissante des discours souverainistes. Toutefois, ils présentent une limite structurelle majeure. La solidarité idéologique ne remplace pas les capacités matérielles. L'AES, malgré son ambition, reste confrontée à des déficits d'infrastructures, de financement et de coordination militaire. Ajouter un État côtier fragile ne supprime pas ces contraintes, cela les déplace. La réponse critique repose donc sur un point central, la souveraineté proclamée n'équivaut pas à l'autonomie effective. Sans investissement massif, sans institutions fonctionnelles et sans stabilité interne, l'accès maritime et l'alignement politique risquent de produire surtout un gain symbolique. L'expérience du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré illustre cette tension entre affirmation politique et exécution concrète. Le modèle attire, mais ses résultats restent partiels. Ainsi, le débat ne se situe pas entre dépendance et indépendance absolue, mais entre deux formes de vulnérabilité. La question n'est pas de savoir si la Guinée-Bissau a raison de contester l'ordre existant, mais si l'alternative choisie dispose des moyens nécessaires pour transformer la contestation en résultat durable. Le Sahel n'est plus enclavé. Avec l'entrée de la Guinée-Bissau dans l'alliance des États du Sahel, la contrainte géographique qui limitait l'ambition du bloc disparaît. Jusqu'ici, l'AES devait composer avec des frontières fermées, des ports contrôlés par des États restés dans la CEDEAO et une dépendance logistique structurelle. Désormais, une façade atlantique existe, même si elle est fragile, incomplète et coûteuse à exploiter. Le changement est d'abord stratégique avant d'être économique. La sortie de la CEDEAO n'est plus seulement un acte politique ou idéologique, elle devient une pièce fonctionnelle d'un dispositif régional alternatif. L'accès à la mer transforme la capacité de projection, de négociation et de contournement des contraintes imposées par l'ordre existant. La carte compte autant que les discours. Cependant, cette révélation comporte une contrepartie immédiate. Une ouverture maritime sans infrastructures adaptées crée autant de vulnérabilité que d'opportunités. Ports sous-équipés, sécurité côtière limitée et dépendance financière persistante réduisent l'impact à court terme. Le potentiel est réel mais conditionnel. C'est précisément sur cette ligne de crête que s'inscrit la référence au modèle porté par Ibrahim Traoré, affirmer d'abord la souveraineté puis tenter de construire la capacité. Le midpoint n'est donc pas une conclusion, mais un déplacement du problème. La question n'est plus peut-on sortir, mais peut-on tenir Nassien pour les États. La conséquence la plus immédiate est institutionnelle. La sortie de la Guinée-Bissau affaiblit encore la crédibilité de la CEDEAO comme cadre contraignant. Chaque départ sans sanction effective renforce l'idée que l'organisation n'a plus les moyens d'imposer ses règles. À court terme, cela complique la coordination régionale sur les crises sécuritaires, car la confiance dans les mécanismes collectifs s'érode. Pour les États restés membres, notamment ceux qui misent sur la stabilité institutionnelle, cette fragmentation accroît l'incertitude et réduit la capacité de réponse commune face aux chocs politiques. Du côté des entreprises, l'effet est plus
ambivalent. À court terme, l'incertitude domine. Quitter la CEDEAO signifie perdre l'accès direct à certains cadres commerciaux, à des mécanismes d'arbitrage régionaux et à une prévisibilité réglementaire déjà fragile. Les acteurs économiques, locaux comme étrangers, adoptent une posture d'attente. Cependant, pour certains opérateurs proches des circuits étatiques ou militaires, l'alignement avec l'AES peut aussi ouvrir des opportunités ciblées, notamment dans les secteurs liés aux infrastructures, à la logistique ou à la sécurité. Le risque augmente, mais les barrières d'entrée se redessinent. Pour les populations, les effets se manifestent de manière plus diffuse mais plus sensible. À court terme, le changement d'alignement ne se traduit pas par une amélioration tangible des conditions de vie. Les prix, l'emploi et l'accès aux services restent conditionnés par une économie structurellement faible. En revanche, le discours souverainiste peut produire un effet psychologique réel. La promesse de reprise de contrôle, même sans résultats immédiats, alimente un soutien politique initial. Ce soutien est toutefois fragile. Si les bénéfices promis tardent à se matérialiser, la désillusion peut être rapide, surtout dans un pays où la patience sociale est déjà entamée. À l'échelle de la région, la conséquence la plus lourde est stratégique. L'entrée de la Guinée-Bissau dans l'AES donne au bloc sahélien une profondeur nouvelle et renforce sa visibilité comme alternative crédible, au moins sur le plan symbolique. Pour les États voisins, cela impose un recalcul. Certains peuvent être tentés de maintenir une double posture, officiellement alignée sur la CEDEAO, tout en observant de près l'évolution de l'AES. D'autres, confrontés à des tensions internes, pourraient voir dans cet exemple une option future. La région entre ainsi dans une phase de polarisation progressive. Ces conséquences rappellent les effets observés au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, où les décisions de rupture ont d'abord produit des gains politiques et symboliques, avant de poser avec insistance la question des résultats concrets. À court terme, la Guinée-Bissau gagne en centralité stratégique mais reste exposée économiquement et institutionnellement. Le pari est clair, transformer un repositionnement géopolitique en bénéfice tangible avant que les coûts n'érodent le soutien interne et régional. La Guinée-Bissau consolide formellement son ancrage dans l'alliance des États du Sahel, mais sans transformation économique rapide. L'accès à l'Atlantique reste surtout symbolique, faute d'investissements lourds et de capacités logistiques suffisantes. La CEDEAO poursuit son affaiblissement sans implosion immédiate, tandis que l'AES gagne en visibilité politique, sans encore démontrer une efficacité opérationnelle supérieure. Dans ce scénario, le statu quo est instable mais durable et les coûts comme les bénéfices restent limités à court terme. Des partenariats ciblés, notamment non occidentaux, permettent d'améliorer progressivement les infrastructures portuaires et de sécuriser certaines routes commerciales. La Guinée-Bissau parvient à convertir son nouveau rôle géographique en levier économique modeste mais réel. L'AES, renforcée par cette ouverture maritime, améliore sa coordination sécuritaire et consolide sa crédibilité régionale. Dans ce cas, la stratégie inspirée du modèle d'Ibrahim Traoré apparaît comme une alternative viable, capable de produire des résultats tangibles malgré des capacités initiales limitées. L'isolement régional s'accentue, les investissements promis tardent ou ne se matérialisent pas et les tensions internes s'aggravent. L'accès à la mer devient une source de vulnérabilité supplémentaire, exposant le pays à des trafics, à des pressions extérieures et à des défis sécuritaires mal maîtrisés. L'AES peine à dépasser le stade idéologique et la Guinée-Bissau supporte seule une partie des coûts de la rupture avec la CEDEAO. Dans ce scénario, le pari souverainiste se transforme en facteur d'instabilité accrue. Les décisions politiques créent des options, mais leur issue dépend de la capacité d'exécution. La leçon centrale est donc conditionnelle. Si la souveraineté proclamée s'accompagne d'investissements ciblés, de discipline institutionnelle et de partenariats cohérents, elle peut produire un effet cumulatif. Sinon, elle risque de rester un marqueur discursif plus qu'un moteur de transformation. C'est sur ce terrain, plus que dans les discours, que se jouera la crédibilité de cette nouvelle orientation régionale. Pour le public extérieur à la région, ces évolutions peuvent sembler lointaines, pourtant leurs effets sont concrets et indirects. Les recompositions régionales en Afrique de l'Ouest influencent les flux commerciaux mondiaux, les routes maritimes, la sécurité et même les dynamiques migratoires. Quand un cadre
régionales se fragmentent, les coûts de transaction augmentent, l'incertitude s'élargit et les chocs locaux ont davantage de chances de se diffuser au-delà de leurs frontières immédiates. Pour les acteurs économiques et institutionnels, le message est plus direct, les règles du jeu deviennent moins prévisibles. Les décisions ne se prennent plus uniquement dans des enceintes multilatérales établies, mais dans des cercles politiques plus restreints, souvent dominés par des considérations sécuritaires. Cela impose une lecture plus fine des rapports de force réels, au-delà des cadres juridiques formels. La stabilité ne peut plus être présumée, elle doit être évaluée en continu. Pour les citoyens de la région, enfin, l'enjeu est existentiel. Les discours de souveraineté promettent un redressement rapide, mais la réalité quotidienne reste marquée par l'accès limité aux services, à l'emploi et à la sécurité. Le risque est un décalage croissant entre attentes et résultats. C'est dans cet espace que se joue la légitimité des régimes militaires, y compris ceux qui s'inspirent du modèle porté par Ibrahim Traoré. Le soutien populaire dépendra moins des symboles que des améliorations perceptibles. Comprendre cette dynamique permet de ne pas subir l'actualité, mais de l'anticiper. Pour la Guinée-Bissau, cela signifie concentrer les ressources limitées sur quelques actifs clés, notamment les infrastructures portuaires de base, la sécurité côtière et la gestion douanière. Sans ces fondations, l'accès à l'Atlantique reste théorique et vulnérable au trafic et aux pressions extérieures. L'alignement avec l'AES n'exclut pas des coopérations ciblées et pragmatiques. Identifier qui fait quoi, quand et avec quel indicateur de performance est essentiel. Les accords doivent être évalués sur des critères mesurables. Délai, coût, maintenance, plutôt que sur l'affinité idéologique. Cette discipline conditionne la crédibilité de la stratégie souverainiste. La gouvernance militaire peut accélérer la décision, mais elle doit s'appuyer sur des administrations fonctionnelles. Former des équipes techniques, clarifier les chaînes de commandement et instaurer des mécanismes de suivi réduit l'écart entre décision et mise en œuvre. Sans cela, les projets s'enlisent et la promesse s'érode. Les attentes populaires sont élevées. Communiquer des objectifs réalistes, expliquer les arbitrages et publier des bilans intermédiaires limite la désillusion. La légitimité se consolide par la transparence des résultats, même modestes. Fixer des jalons trimestriels et yétiens et ajuster les politiques selon les écarts observés permet d'éviter l'enfermement idéologique. L'expérience du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, montre que l'affirmation de souveraineté doit être suivie d'une exécution rigoureuse pour produire des gains tangibles. Ici, la méthode compte autant que la direction. Au début, la Guinée-Bissau apparaissait comme un maillon faible, instable et périphérique, rarement au centre des grandes décisions régionales. En rejoignant l'Alliance des États du Sahel, elle change de rôle et devient un symbole. Le motif revient, un petit État, longtemps dépendant, tente de transformer sa vulnérabilité en levier stratégique. Ce geste résonne parce qu'il condense une aspiration largement partagée, celle de reprendre la main sur des choix longtemps perçus comme imposés. Mais ce rappel émotionnel n'efface pas les contraintes. La souveraineté proclamée ne protège pas contre les pénuries, ne construit pas les ports et ne stabilise pas les institutions à elle seule. Elle crée un cadre mental, une direction, parfois un sursaut collectif. Ensuite vient l'épreuve du réel. Chaque chantier inachevé, chaque promesse retardée pèse davantage que les discours initiaux. C'est pourquoi la comparaison avec le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré revient comme un écho. Le même appel à la dignité, la même rupture avec les cadres hérités et la même question persistante: combien de temps l'élan symbolique peut-il compenser l'absence de résultats tangibles? Le public observe, la région jauge et l'histoire tranche rarement en faveur des intentions seules. La Guinée-Bissau se trouve désormais à ce point précis où l'émotion collective doit se transformer en politique publique. Le motif initial ne disparaît pas, il se rejoue jour après jour dans la capacité à livrer, même modestement, ce qui a été promis. Ce qui se joue en Guinée-Bissau dépasse le destin d'un seul pays ou d'une seule junte. La sortie de la CEDEAO et l'alignement avec l'Alliance des États du Sahel révèlent une tension plus profonde entre deux visions de l'ordre régional, l'une fondée sur l'intégration multilatérale et les règles héritées, l'autre sur la souveraineté nationale affirmée et la recherche d'alternatives hors du cadre occidental. Cette tension n'est pas appelée à disparaître rapidement, elle structure déjà les choix politiques de plusieurs États. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp par réflexe,
complexe, mais de poser les bonnes questions. Quels mécanismes produisent réellement de la stabilité? Quels modèles améliorent concrètement la vie des populations, au-delà des symboles? Et à quelles conditions une rupture peut-elle devenir un point de départ plutôt qu'une impasse? La trajectoire inspirée par des figures comme Ibrahim Traoré nourrit l'imaginaire politique régional. Mais son avenir dépendra moins de son pouvoir narratif que de sa capacité à générer des résultats durables. La Guinée-Bissau est désormais un test à ciel ouvert